Chers compatriotes, lors de son discours d'investiture le 15 décembre 2020, Alpha Condé a indiqué être ouvert au dialogue tout en appelant l'opposition à bannir de ses propos et de ses actes la violence. L'un des passages les plus remarqués de ce discours fut le suivant. Je le cite. Dans la réalisation de notre idéal commun, aucune partie du pays ne sera exclue. Chaque Guinéen aura sa place. Fin de citation. Ceci a été compris par maints observateurs comme un clin d'œil à l'opposition. Il n'en fallait pas plus pour que les opposants, l'un après l'autre, lancent des appels au dialogue. Des appels tellement incessants que beaucoup d'entre eux ont été suspectés d'être à l'affût d'un poste ministériel. Un seul parti, l'UFDG, dont le candidat revendique la victoire à l'élection présidentielle, a fait la moue. Le pouvoir, se sentant fort, décide de traîner les pas et faire languir les candidats au dialogue. En attendant, les décrets nommant les ministres du troisième mandat tombent au compte-gouttes. À peu près 95% des titulaires sont confirmés à leur poste. Pour ceux qui espéraient tant, confiants et déterminés dans leur chance de s'asseoir à la table de la victoire, c'est la douche froide. Mais le pouvoir, maniant à merveille attentes et émotions, publie un autre décret pour indiquer que tout n'est pas perdu. Il s'agit du décret mettant en place un cadre permanent du dialogue politique et social qui se définit comme une plateforme permanente de concertation et d'échange entre les partis politiques, les organisations sociales, les collectivités et le gouvernement autour des questions d'intérêt national. Mais cette initiative, qui aurait dû combler les attentes des uns et des autres, est diversement appréciée par les opposants. Les plus optimistes parlent d'un acte salutaire, car ce cadre servira de renforcement des acquis démocratiques du pays et renforcera la paix, l'unité et la cohésion sociale. Mais pour les autres, qui certainement s'attendaient à une invitation formelle, la démarche est déjà faussée, puisque le chef de l'État aurait dû, au préalable, manifester sa volonté politique, je cite, en lançant un appel solennel à l'unité de tous les fils de Guinée. Fin de citation. Et pour d'autres encore, plus pessimistes, ce cadre de dialogue, là encore je cite, n'est qu'un gadget supplémentaire pour répondre aux multiples demandes dans ce sens et à la pression même de la communauté internationale qu'il y ait le dialogue pour résoudre le problème guinéen. Fin de citation. Il ressort de tout ceci que ce fameux dialogue que chacun appelle de tous ses voeux va intégrer un bon nombre d'acteurs aussi différents les uns que les autres, ainsi que des attentes et des besoins qui leur sont propres. Ainsi, il convient de se poser la question: de quel dialogue s'agit-il? Puisqu'à ce jour, rien n'a été défini, ni sur le contenu et ni sur l'encadrement. Or,
Un tel dialogue ne peut se tenir dans un vacuum et il ne peut être initié en faisant fi des réalités auxquelles le pays est aujourd'hui exposé. Surtout si l'objectif recherché est de ramener la paix et la consolider et aussi de préserver les acquis démocratiques. Pour mettre un tel processus en marche, il faut absolument résoudre quelques impératifs. 1. Pour qu'un tel dialogue ait la moindre chance de succès, il faut d'abord que le contexte s'y prête et que les débats soient menés dans un cadre serein et apaisé. Or, le contexte actuel est problématique. Il y a plus de 400 militants et responsables de l'opposition qui croupissent en prison et en attente de jugement. Parmi eux, plusieurs responsables de l'UFDG, le principal parti de l'opposition, et de l'ANAD, l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique. Parmi les détenus, il y a aussi des blogueurs, des activistes et des responsables du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, la coalition citoyenne qui a organisé les manifestations contre le troisième mandat. Tous ont été arrêtés pour des actes liés à des faits politiques et sont considérés comme des prisonniers politiques par les organisations de défense des droits de l'homme. Le gouvernement doit alors comprendre qu'on ne peut demander aux opposants de participer à un quelconque dialogue lorsque leurs militants sont poursuivis et pour certains condamnés à des peines de prison. Il faut d'abord trouver les moyens de libérer tout ce monde, soit par une procédure judiciaire ou soit par un recours à la grâce présidentielle. De même, il faut lever les barricades imposées au siège et au quartier général de l'UFDG. Ce sont les premiers actes qu'il faut poser pour décrisper la situation et mettre en place un climat apaisé pour la poursuite du dialogue. De l'autre côté de la barrière, ceux qui continuent de contester la légitimité d'Alpha Condé doivent se résoudre au fait que l'élection présidentielle est derrière nous et que la victoire du candidat du RPG Arc-en-Ciel a été actée et la Cour constitutionnelle a entériné les résultats. La prestation de serment a eu lieu devant un parterre de chefs d'État et plusieurs gouvernements à travers le monde ont félicité le président guinéen pour sa réélection. Les plus réticents disent avoir pris acte de sa reconduction à la tête de l'État. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, Alpha Condé est le président en exercice de la Guinée. Il est temps donc de tourner la page et se préparer à relever d'autres défis. C'est bien dans un contexte apaisé et calme qu'on pourra mettre en place ce cadre permanent de dialogue politique et social. Mais ce n'est pas tout. La seconde problématique liée à la mise en place de ce cadre de dialogue tient à la nature et au nombre des différents acteurs, aussi différents les uns que les autres. La bataille du troisième mandat et l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 ont laissé un champ de ruines dans lequel les alliances, les coalitions sociopolitiques ont éclaté. C'est un véritable émiettement de la classe politique et de la société civile
auquel on assiste, et les morceaux restent éparpillés à travers tout l'échiquier politique et social. On ne peut aller au dialogue dans une telle configuration où les partis politiques affichent désormais un agenda complètement différent de celui des organisations de la société civile. Au cours de cette âpre lutte contre le troisième mandat, il a fallu consentir à toutes sortes de compromissions et à des alliances contre nature qui sont en train de voler en éclats aujourd'hui. Le cas du FNDC est édifiant. La plateforme composée de partis d'opposition, de syndicats et d'organisations de la société civile a dû prendre acte des candidatures de plusieurs de ses membres à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Selon les responsables du FNDC, cela constituait purement et simplement un retrait volontaire du mouvement civique. Ce qui fait que beaucoup estiment aujourd'hui que le FNDC a été affaibli par cette défection de ses alliés politiques et qu'il serait salutaire que le mouvement extirpe de son comité de pilotage tous les autres partis politiques restants. Justement, parce qu'il faut en finir avec ce mélange des genres où les uns marchent sur les plates-bandes des autres avec toutes sortes de conflits d'intérêts. Est-il étonnant donc que ni la classe politique et ni la société civile n'ont jamais enregistré une seule victoire dans les batailles épiques qui les opposent souvent au gouvernement? Par manque de vision commune, d'objectifs communs ou de stratégie d'ensemble. Que chaque groupe, donc, retourne à sa vocation première avant de s'engager dans ce dialogue où il ne sera habilité à défendre que les intérêts de sa corporation. Que les politiques s'occupent de la politique et que la société civile s'occupe du social et de tout ce qui touche aux droits de l'homme et de la société. Finalement, il faudra penser à résoudre la troisième problématique qui sera posée par la mise en place d'un tel dialogue. L'ordre du jour et les thèmes du débat. À les entendre, il semble que sur ce point aussi, chacun a son idée derrière la tête. Les uns veulent parler de la réforme des institutions en prônant la mise en place d'une fédération. Les autres veulent aller au dialogue pour discuter de la meilleure façon de produire les biens sociaux dont la Guinée a besoin. Et il y en a encore d'autres qui veulent discuter des modalités de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Et que dire de ceux qui veulent négocier les conditions d'abdication du chef de l'État, Alpha Condé? Mais ce qui reste clair, c'est que les Guinéens n'ont ni les tripes et ni l'envie d'endurer un dialogue où l'on aborde les sujets pêle-mêle. Il faudra donc très rapidement les autorités mettent en place un mécanisme pour l'élaboration des termes de référence et d'un règlement intérieur pour que ce dialogue démarre sur des bases solides. Dans cette optique, il faut penser dès maintenant à recenser les sujets qui préoccupent la population
afin de les porter en première ligne. Pour notre part, notre mouvement Refondation a recensé 12 points qu'il faudra absolument adresser. 1. La sécurité des citoyens, les violentes répressions policières avec les multiples violations des droits de l'homme, les statuts sur les enquêtes en cours portant sur les tueries, assassinats, comment mettre fin à l'impunité et les défis liés à l'administration indépendante de la justice. 2. Le respect des libertés fondamentales, liberté d'expression, liberté d'association et de rassemblement, droit de circuler librement. 3. L'indépendance des institutions de la République, Assemblée nationale, Cour suprême, Cour constitutionnelle. 4. La réforme de la CENI, qui jusqu'à présent n'a pas donné les résultats escomptés. Revoir son fonctionnement et sa composition. 5. Comment faire pour avoir un fichier électoral propre et consensuel? 6. Adhérence stricte et respect du calendrier électoral. 7. Le respect de la loi et des dispositions constitutionnelles. 8. Un accord sur l'organisation d'élections législatives anticipées. 9. Les difficultés liées à la fermeture des frontières et parvenir à un accord pour leur réouverture. 10. L'exclusion et les discriminations basées sur l'ethnie, le genre et la religion. Dans le même registre, examiner le rôle des coordinations régionales. 11. La lutte contre la corruption. 12. La gestion de la pandémie de Covid-19. Tels sont, à notre avis, les points majeurs sur lesquels devrait se porter un dialogue entre gouvernement et classe politique d'une part, et entre gouvernement et société civile d'autre part. Peu importe maintenant que cela se fasse dans un cadre permanent ou transitoire. Vive la refondation, vive la démocratie, vive la République, vive la Guinée. Je vous remercie.